point dans l'ensemble image ne peut être atteint qu'une seule fois, au plus. Autrement dit, si pour tout couple, c'est dans B. Voilà, ça commence bien. Ici, c'est un B. Bon, j'irai rectifier après quand je vous laisserai chercher. Mais si c'est B, obviously, vu que c'est dans l'ensemble d'arrêt. Je ne peux pas donc avoir deux points qui ont la même image, deux points différents qui auraient la même image. On dit qu'elle est surjective si je peux atteindre tout le monde. Donc, si pour tout y dans B, je vais trouver un x dans A tel que f de x égale y. Et puis, c'est bijectif si les deux conditions sont remplies en même temps. Du chapitre, ce qu'est un ensemble dénombrable, bon, on dit qu'un ensemble dénombrable, si on a une bijection de n étoiles dans A ou de A dans n étoiles, ça va dépendre des situations. Parfois, on aura besoin d'aller des naturels vers l'ensemble, d'autres fois dans l'autre sens. C'est évident, si vous avez une bijection, voilà, une bijection réciproque, etc. Je ne vais pas faire tout le rappel, rassurez-vous, sur ces notions-là. On démontre sans trop de difficulté en recomptant les éléments que ça équivaut au fait d'avoir une bijection de n dans 1, ce qui est un peu plus pratique à écrire généralement. Et puis, c'est à peu près tout. Aussi, chose importante, parce que ça va peut-être finir par vous travailler, généralement, on démontre qu'il existe un objet, alors là, je dis une application, qui vérifie telle et telle et telle propriété, mais on ne va jamais les construire explicitement. On peut, dans certains cas, donner des constructions qui ne sont pas forcément très, très difficiles à comprendre, mais l'objectif du TD, c'est quand même essentiellement de vous construire on va dire une espèce de référentiel autour de la notion d'ensemble dénombrable, qui va être utilisé abondamment par mon collègue en cours et ensuite dans les séances à venir. Et voilà. Ceci étant dit, allons-y. Quel est le premier exercice? Donc, le 6. Donc, pas grand-chose à faire. Apparemment, l'énoncé est très court. Catégorie plus vaste où on a aussi tous les ensembles finis. Donc, par exemple, l'ensemble des entiers naturels inférieurs à 17, c'est pas dénombrable avec la définition qu'on a choisie. Par abus de langage ou avec un point de vue légèrement différent, c'est pas forcément gênant. Voilà. On risque de confondre un peu les deux notions un peu plus tard. Mais nous, on a besoin, étant donné qu'on en est aux bases et qu'on veut être précis, on a besoin d'une définition vraiment précise et exclusive de ce qu'est un ensemble dénombrable. Donc, on va considérer que c'est forcément un ensemble infini. Profiter de la petite pause. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme
construction pour démontrer que c'est au plus dénombrable. Déjà, vous avez mis le doigt sur une particularité. Il y a deux possibilités pour phi de A. Ouais, on va certainement utiliser une des deux notions. Ouais. Laquelle des deux serait la plus facile à atteindre. Mais pour qu'on puisse utiliser ça, il faut qu'on ait construit une application. Ou en tout cas, il faut qu'on construise une application qui serait injective ou surjective. Je pense que vous faites référence à ça. Cette propriété-là qui est à la fin de la partie, ici, la propriété 1, qui permet de construire des ensembles dénombrables à partir d'un ensemble dont on sait déjà qu'il est dénombrable. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a. Alors, ça dépend des contextes, Thomas. On ne peut pas être catégorique là-dessus. Il y a des exercices qu'on va résoudre aujourd'hui. On va construire une application injective immédiatement. Si on essayait de le faire avec une application surjective, je ne suis pas certain qu'on s'en sortirait aussi vite. Dans l'Exo 6, en effet, ça peut sembler plus accessible. Alors, quelle application vous voudriez qu'on étudie ? Parce qu'une fois que ces exercices-là sont finalement, une fois qu'on les a bien compris, assez simples. Quasiment tous, même les derniers. Et ils reposent sur le fait d'exhiber un objet qui vérifie telle propriété, qui a été construit à partir de l'énoncé et qui démontre quasiment trivialement que ça marche. La difficulté, c'est de penser à l'objet. Et c'est tout sauf quelque chose d'immédiat. Parce qu'une fois que vous avez lu la preuve, vous êtes convaincu de son évidence, que la découvrir est chose facile. Alors, si vous me dites que c'est plus facile pour ça, ce serait laquelle? Si vous n'avez pas envie de répondre, je vais le faire. Ok. Bon, ce qu'on a, de toute évidence, on peut essayer de construire un truc ou deux. Je vais essayer de faire apparaître ça. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A, un ensemble dénombrable, phi, une application de A dans R. J'ai un truc comme ça. Et A qui est dénombrable. Et puis, j'ai une application phi de A dans R. Ce que je veux montrer, c'est que phi de A est inclus dans R et dénombrable. C'est ça notre but. Quand on considère phi de A, on est déjà en train d'exploiter au plus dénombrable. Je pense que vous allez vite comprendre que la définition de votre cours, ce n'est pas celle que j'ai en tête. Pour moi, dénombrable, si c'est fini, c'est aussi dénombrable. Enfin, c'est comme ça intuitivement que je l'ai retenu, parce que c'est ce qu'on m'a montré quand j'avais votre âge. Mais au plus dénombrable, ça peut être aussi fini. Bon. Donc, ce qu'on n'utilise pas du tout comme information pour l'instant, c'est ça là. Comme on a très peu d'hypothèses, on peut essayer de les exploiter toutes. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un ensemble dénombrable? Si on reprend votre cours, la définition, et dit dénombrable, c'est l'application de n étoile dans A qui est bijective. Bon, phi, c'est déjà pris, donc on peut considérer f de n étoile de n dans A, ça ne va rien changer, qui soit bijectif. Et ensuite, quand même, on commence à voir apparaître quelque chose. J'ai une application qui arrive dans A et j'en ai une autre qui part de A.
Donc ça, c'est pour les ensembles. On peut commencer à considérer une chaîne d'application comme ça. OK? Maintenant, la question, c'est en quoi ça nous aide? Parce que nous, ce qu'on souhaite étudier, c'est ça. Donc, clairement, il manque l'ensemble d'arrivées ici. On va proposer lequel pour notre composition, là. Ah non, ça ne tombe pas dans N. Parce que phi, elle atterrit dans R. Alors, si vous mettez R ici, est-ce que ça va nous faire avancer bien loin? Parce que pour l'instant, on ne voit toujours pas apparaître cet ensemble phi de A. Alors, ouais, l'idée, c'est que là-dedans, on ne va pas avoir trop d'éléments. Mais je ne peux pas m'en servir comme d'une hypothèse, Pierre-Louis. C'est ce qu'on veut démontrer. Donc, j'affirme que ça peut peut-être marcher avec ce que vous proposez, mais l'application qu'on va construire et qui va terminer l'exo dans cette diapo, ce n'est pas celle-là. On ne va pas la faire tomber dans R. On va la faire tomber dans un truc plus petit que R. Beaucoup plus petit. Non, j'invoque aucun autre ensemble que ceux qui sont à l'écran devant vous. Là. Comme j'ai eu plein de réponses, j'ai peur de l'avoir raté, mais non, je ne la vois pas. Si on les dit tous, on l'aura. Oui, Lucien, mais on en aura beaucoup trop. R+, j'en sais rien. Je ne sais pas dans quoi elle tombe. Pas forcément positif. Alors, A, il est là, il n'est pas dans l'ensemble d'arrivée. A, je ne sais pas ce que c'est comme ensemble. C'est un ensemble quelconque, du moment qu'il est dénombrable. Z, pareil, j'en sais rien. Ah, mais oui, voilà, quand même. Il n'y a rien qui m'empêche de définir mon application comme ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit une application G, qui est la composée de ces deux-là. Donc, G, c'est f en phi. Elle est définie de n dans phi de A. Ce qu'on peut démontrer sans trop de difficulté, c'est qu'on a deux possibilités pour phi de A. Enfin, ça ne pas démontrer. Si phi de A est fini, j'ai rien à faire. En ensemble fini, il est au plus dénombrable. Et si phi de A est infini, qu'est-ce que je peux utiliser comme propriété du cours? Ce qu'il y a de bien, et c'est vraiment un luxe pour une fois, c'est qu'on a très peu de cours à utiliser. Je vous ai donné les limites, ça ne sert à rien d'aller au-delà de la page 5. D'après ce que je pense, on a besoin de rien de plus que ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une définition et deux propriétés. On va regarder toutes les propriétés ensemble. Si j'ai A un ensemble dénombrable et B un ensemble que je ne connais pas, s'il existe phi de A dans B surjective, alors B est fini ou dénombrable, très bien, donc ça c'est O plus dénombrable. Si j'ai phi de B dans A injective, alors B est fini ou dénombrable. Bon. On va utiliser lequel? Surjectif, ouais, exactement. Donc, si je pars d'un ensemble dénombrable avec une application surjective, j'ai gagné. OK? Or, celui-là, au départ, il est dénombrable. Mon application, pourquoi est-ce qu'elle est surjective? F est bijective et je compose par une application qui arrive dans l'ensemble d'images de phi. Elle est nécessairement surjective aussi, la composition. On peut le prouver sans trop de difficulté, mais c'est terminé dès qu'on cite proposition, donc c'est 1, 2 ou 2, 1, je ne sais plus quel numéro elle porte, 1, 2. Voilà. Proposition 1, 2, page 5.
étant donné que G est surjective, vous n'êtes pas convaincu qu'elle le soit, je vais le justifier juste après. Ça implique que phi de A, et dans ce cas-là, si c'est infini, est dénombrable. Donc pourquoi est-ce que cette application G est surjective? Je vais partir du principe que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, ça ne mange pas de pain, ça va nous coûter 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On considère, on peut appeler ça Y qui appartient à phi de A. Par définition de phi de A, ça signifie qu'il va exister un X dans A, tel que phi de X égale Y. OK? Ensuite, étant donné, revenons un peu en arrière, que F est bijective, ça me dit que ce X-là, je peux l'atteindre, donc il va exister T, bon, plutôt un N, donc à faire. Il va exister N dans N, tel que F de N égale X. Et puis c'est tout. Quand je compose les deux, j'atteins bien mon Y. En définitive, l'application G est surjective. Et on pouvait même gagner beaucoup de temps et simplifier considérablement la preuve en ne considérant que ça directement. Parce que si je restreins l'ensemble d'arrivées et que si je considère une version légèrement différente de phi qui part de A et qui arrive seulement dans phi de A et plus dans R, après tout c'est bien son ensemble image, alors je construis une application surjective depuis un ensemble dénombrable. Et ça me dit que l'ensemble d'arrivées est forcément au plus dénombrable. C'est la propriété de votre cours. Donc la preuve peut tenir en 2 lignes. Bon, ce que je vous ai écrit est très très proche. Soyez pas surpris. Si je change ici, voilà. Si c'est fini, il n'y a rien à faire. Si c'est infini, on considère l'application telle qu'on l'a écrite. Hop. Et voilà, c'est tout. Donc ça tient en une diapo et un petit peu de baratin. Et on n'est même pas obligé de considérer la première application de départ. Hein. Ça peut tout à fait se restreindre à A dans phi de A est surjective, or A dénombrable, donc phi de A dénombrable. Bon. Donc, un exercice qui se résout en une diapo, c'est pas si courant. Pour autant, j'affirme qu'il n'est pas si simple que ça. Ça peut sembler évident à une bonne partie d'entre vous, tant mieux. Je suis certain que, pour avoir corrigé beaucoup de copies là-dessus, certains d'entre vous vont douter. C'est bien, il faut se manifester si vous avez besoin que je réexplique des choses. Toujours est-il, je ne vois pas arriver d'autres questions. Donc, je vais vous laisser ça 30 secondes et puis on va avancer. Donc, l'exercice suivant est tout aussi bref. A un ensemble dénombrable, montrer que tout sous-ensemble de A est fini ou dénombrable.
à nouveau, on va s'en sortir avec finalement très peu d'outils. Alors, des idées? Alors, le temps que je lise les réponses, je vais remonter vu qu'on m'a demandé de montrer ça. Voilà. Alors, attendez, j'ai dû rater des éléments de réponse. Surjectivité de quelle application? On montre quelle est une application surjective. C'est ce qu'on a fait dans l'exo d'avant. Vous devriez quand même avoir un peu l'habitude des profs de maths après en avoir côtoyé pendant une grande partie de votre existence. C'est une propriété avec 2 points et qu'il y a un exo qui appuie sur le premier point. Bon, vous ne semblez pas être de fin tacticien. Hein. À la place d'un rédacteur de sujet d'exo, plus safe de parier sur le deuxième point. Voilà. Ouais, mais quelle application aussi. Est-ce qu'on n'a pas, d'après l'énoncé, alors de B dans A, si je prends l'identité, c'est une application de B dans A. Mais, l'inconvénient de ça, on prend l'identité, donc X associé lui-même, je peux tout le temps la considérer comme allant de B dans A. Qu'est-ce que ça marcherait avec ça? Qu'est-ce qu'on doit prouver si c'est dans l'ensemble d'arrivées qui est dénombrable? On doit prouver ça, vu que c'est lui dont on sait qu'il est dénombrable. Donc, il faut montrer que cette application-là, elle est injective. Alors, je n'ai pas vu votre remarque. Si B est dans A, alors P de B, un plus petit que P de A. Alors, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'utilise pas de probabilité. On va réussir à tout écrire sans aborder la notion de probabilité. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est réellement de la pure théorie des ensembles, hein, dont vous avez absolument besoin pour faire des probas. Mais ce n'est pas une mauvaise idée, hein, mais gardez ça en tête parce que ça va bientôt vous servir. Donc, si on veut prouver que phi est injectif, comment on fait? Votre plan maintenant, c'est si on prouve. Alors bon, celle-là, je ne peux pas l'appeler identité vu que ce n'est pas le même ensemble. C'est quand même moche. Hop. Hop. Que phi est injective. Alors, toujours la même propriété, mais cette fois, c'est 2, je pense. Ouais. Alors, B est au plus dénombrable.
Talala, Hippolyte, je pense que vous avez mis le doigt sur le truc. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir plus d'un antécédent? Bah, il faut essayer d'imaginer Y1, Y2 qui appartiennent à A. Qu'est-ce que je raconte? X1, X2 qui appartiennent à B. Je suis en train d'essayer de démontrer quelle est autre chose. J'ai dit X1, X2 qui appartiennent à B, tel que phi de X1 égale phi de X2. Par définition, l'application, elle conserve l'image. C'est la définition de phi. Hein. Donc, phi est injectif. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Parce qu'on a vérifié, donc, on avait bien une application phi, injective de B dans A. Et voilà. Donc, ce que je vous ai écrit est un tout petit peu plus long parce que je n'étais pas vraiment certain de votre aisance avec dénombrable. Donc, j'ai juste ajouté une petite étape supplémentaire où on revient à la définition de ce qu'est un ensemble dénombrable. Mais bon, ça ne change vraiment pas grand-chose. À nouveau, j'essaie de vous donner des preuves qui soient faciles à suivre. Peut-être plus faciles que ce que j'écris à la main, mais voilà. Donc, si B n'est pas fini, on montre que B est dénombrable, donc on considère A comme étant dénombrable, il existe une bijection F de A dans N, la restriction, c'est une application injective, et voilà, c'est tout. Comment persuader que les antécédents sont différents? J'ai jamais dit que... parce que l'application, elle conserve, en fait. Hein. Si vous voulez, phi de x1, c'est x1. Et phi de x2, c'est x2. Donc, phi de x1 égale phi de x2, ça entraîne bien x1 égale... Vraiment moche, ça entraîne bien x1 égale x2. C'est le même X, hein. Je sais qu'il n'est pas très lisible. Vous avez déjà vu me battre avec ma tablette. On va vous attendre à un meilleur résultat aujourd'hui. Hein. J'ai beau m'entraîner un peu, essayer de faire des dessins avec ce truc-là, je vous épargne mes œuvres. Voilà, bon. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On va passer au suivant. Donc, ce que je fais, c'est exactement la même chose. Hein. Je restreins l'application qui va de A dans N à B, et puis on montre qu'elle est injective en 2 secondes. Voilà. Donc, je peux vous remontrer. Ils sont très beaux. Oui, non, ce que je veux, c'est qu'ils soient lisibles. Ça, c'est pas du tout évident, je pense. Parce que des fois, je n'arrive pas à me relire. Donc, bon, je pense que vous non plus. Donc, le suivant se corse un petit peu et on a en particulier, je ne sais pas si c'est la première fois que vous voyez ça, en tout cas, je n'ai jamais vu de référence à une union dénombrable dans vos cours jusque-là, donc on va peut-être s'arrêter un moment là-dessus. Donc, on considère une suite d'ensembles dénombrables. Donc, chacun des ensembles est dénombrable. On note A, l'union dénombrable pour n supérieur ou égal à 1, des 1 indices n. OK, d'accord. Autrement dit, pour un X être dans A, ça signifie qu'il va exister un indice tel que X appartienne à l'ensemble A indice n.
Ce qu'on veut démontrer, c'est que l'union dénombrable d'ensemble dénombrable est encore dénombrable. Et on ne va pas s'en sortir avec juste une restriction ou une composée. On va devoir trimer un petit peu plus. En particulier, cet ensemble, il est beaucoup plus grand que A. C'est une union d'infinité d'ensembles dénombrables. Je vais quand même vous donner une indication un petit peu. Certes, on ne va pas s'en sortir avec juste une restriction, mais on va s'en sortir avec une application encore une fois. Finalement, on n'a pas plus d'outils que tout à l'heure. Il n'est pas question ici d'utiliser les exos précédents, donc on a tout le temps dans notre arsenal, grosso modo, pardon, c'est là, une propriété, et puis voilà. Donc on doit essayer de construire une application quand même. Donc on peut soit essayer de construire une application qui parte de cet ensemble A et qui arrive dans un ensemble dénombrable, part de cet ensemble dont on ne sait pas ce qu'il est. Hein. Dans ce cas-là, ce serait celui-là, et qui arrive dans un ensemble dénombrable et on veut prouver qu'elle est injective. Ou alors on en fait partir une de A et on arrive... ou alors on le fait dans l'autre sens et on démontre qu'elle est surjective. Par contre, ce qu'on a à notre disposition aussi, dont on ne s'est pas servi dans votre cours, enfin, dont on ne s'est pas servi et qui est dans notre cours, c'est ça, la proposition 2. Si je construis un produit cartésien, à partir d'un ensemble dénombrable, j'ai encore un ensemble dénombrable. Et ça marche même si vous mettez, je sais pas, n et z, par exemple, qui sont tous les deux dénombrables. Si vous faites n croix z, bah, vous allez obtenir un ensemble dénombrable. Ce n'est pas très difficile à démontrer, juste par existence de bijection, que ça va marcher. Bon. Malheureusement, ces exercices-là, moi, je les trouve très jolis, tout ça, vachement intéressant, mais ils ont tous un inconvénient majeur, c'est que dès qu'ils sont un peu élaborés, la solution, elle semble un peu tomber de l'espace. Je peux en parler, je peux en dire deux mots, mais c'est quelque chose de bien connu. Ces idées-là, elles sont quand même, maintenant, elles le sont moins, vu qu'elles sont connues de tous les mathématiciens, tous les gens qui font des maths, mais quand elles sont arrivées, elles étaient révolutionnaires. Donc, prétendre avoir ces idées-là de façon originale, pourquoi pas. Mais bien les comprendre, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est que les indices avec lesquels on travaille, c'est l'ensemble des naturels non nuls. Et ça, bon, on peut inclure dans N si on veut,
Mais ça, c'est un ensemble qui est quand même vraiment particulier. Parce qu'il y a une propriété qui est évidente, qui est que toute partie de N admet un minimum. Pourquoi? Parce que N détient un élément minimal qui est 0 et on ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc, si la partie contient 0, alors c'est 0 son ensemble minimal. Si elle contient pas 0, mais qu'elle contient 1, c'est 1 son ensemble minimal. Puis on peut le prouver par référence comme ça, sans trop de difficultés, si ce n'est pas une évidence. Et une fois qu'on a dit ça, on va considérer un X qui appartient à A qui est l'union pour I allant de 1 à l'infini des 1 d'ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe pas forcément un seul I, il existe un ou plusieurs, peut-être une infinité d'indices I dans n étoiles, tels que X appartiennent à un indice I. Mais je ne connais pas les I en question. Et c'est assez gênant. Par contre, si je considère l'ensemble des I dans n étoiles, tels que X appartiennent à un d'ici, ben ça c'est inclus dans n étoiles. C'est écrit là. Exactement ce que. Non, c'est pas comment je fais le laser là-dessus. Voyez là. C'est ce truc-là. Vu que c'est inclus là-dedans, bah, c'est inclus là-dedans. Pas très sorcier. Et donc ça, c'est bien une partie de n ou de n étoiles. Donc elle admet un minimum. OK? Et j'ai quand même envie que ça colle avec les notations que j'ai dans la correction que je vais vous donner. J'ai pas envie que ce soit différent. Donc là, je vais plutôt noter K. Ça ne change rien, mais sinon, je ne peux plus utiliser I pour dire la même chose. Donc on va noter I. Et I, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit des indices, tel que X, il appartienne à un d'ici. Autrement dit, c'est un I de X. Le I en question, il dépend du X que j'ai choisi là. OK? Ensuite, qu'est-ce que c'est que cet ensemble A indici? Qu'est-ce qu'on en sait de lui? Bah, on n'en sait strictement rien. On en sait ce qui est écrit dans l'énoncé du TD. A indici, c'est un ensemble des nombres. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Autrement dit, il va exister une application f indici de A dans n étoiles, ou dans n, qui soit bijective. Ça, c'est même une équivalence. C'est la définition d'un ensemble des nombres. Bon, bah, cette application, je peux l'appliquer, f indici, à mon réel x en question. Et noter ça j. OK, c'est bien un objet qui va être défini et qui appartient à
l'ensemble des naturels. En définitive, on vient de construire une nouvelle application, mais qui est un peu particulière parce qu'elle est multivaluée à la images, des ensembles courants, pas J, pas Y plutôt, mais J. Faire gaffe avec les points parce que ça va vous perdre, ça. On peut considérer une application comme ça. Parce que lui, il dépend de X, et lui, il dépend de Y, qui dépend lui-même exclusivement de X. C'est bien possible de considérer ça. Cette application-là, si je la note, alors, phi, c'est libre, c'est une application qui va de quel ensemble dans quel ensemble? Elle va de A dans N au carré. Et quel est l'intérêt de cette application-là? C'est que N au carré, c'est un ensemble des nombres. Donc, si on parvient à démontrer que l'application est injective, comme on l'a fait dans, je ne sais plus, le 8, je crois, dans le 7, c'est gagné. Forcément, l'ensemble de départ sera fini ou dénombrable. Et comme c'est une union d'ensemble infini, il sera forcément infini. Donc maintenant, le but, c'est de prouver que cette application-là est injective. OK? Est-ce que vous avez tous suivi comment on a construit l'application phi? Parce que, après, c'est tout. Hein, ça ne va pas être très difficile de démontrer qu'elle est injective. Le lien avec l'union, il a été fait ici. L'union des 1 d'ici, c'est l'ensemble des x tel qu'il existe un indice i pour lequel x appartiennent à 1 d'ici. Mais quand on dit il existe, on ne dit pas combien il en existe. Hein. Il existe peut-être une infinité des 1 d'ici. Imaginons que les 1 d'ici soient, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, 4, tous les antinaturels. Et puis ensuite, allez, on va faire simple, la table de 1 pour 1 indice 1, la table de 2 pour 1 indice 2, la table de 3 pour, etc. Tous ces ensembles-là, ils contiennent 0, par exemple. Donc, c'est quoi les i tels que le nombre 0 appartiennent à un indice i? Ça va être tous les entiers. C'est pas très difficile d'en inventer pour lesquels ça marche. Et il va forcément exister un élément minimal pour lequel notre x appartienne à un des 1 d'ici. Parce que tous les i tels que k appartiennent à tels que x appartiennent à un indice k, enfin tous les k tels que x appartiennent à un indice k, cette partie-là admet un minimum. On a noté i. Je ne vais pas arriver d'autres questions. Allons-y, on va essayer de montrer. Alors, je peux vous laisser chercher ça 30 secondes, ce n'est pas difficile. Que phi est injectif. Qu'est-ce que ça signifie pour phi que d'être injectif? Ça signifie que deux nombres différents, enfin deux x différents, x1, x2, auraient des images différentes. Ou que si j'ai phi de x égale phi de y, alors les images sont les mêmes. C'est ce qu'on va faire. On en prend deux. Un carré, tel que phi de x égale phi de y. L'objectif va être de prouver
que x égale y. Bon, arrivé ici, on est obligé de s'arrêter et de revenir à la définition de phi. Hein. C'est clairement maintenant qu'elle doit servir. Qu'est-ce que ça signifie que phi de x égale phi de y? Ça veut dire, d'après la définition, que non seulement le i correspondant à x égale le i correspondant à y, et le j correspondant à x est égal au j correspondant à y. Bon. Donc, si je les note comme ça, j'ai x égale y, jx égale jy. Et donc, étant donné que cette quantité-là, c'est la même, je peux la noter i et considérer à nouveau l'application f indici qui va du même ensemble, donc de A, ici c'est un indici, de A indici dans M. Vu que j'ai qu'un seul i, c'est la même pour le x de départ que pour le y de départ. Hein. Ça change rien vu que c'est un seul i et le même nom. Ensuite, comment est-ce qu'on a défini le j en question? On a défini le j comme étant l'image par cette application du nombre x de départ, enfin du x de départ. Donc, jx, c'est f indici de x, et jy, c'est f indici de y. Ça, c'est la définition des j qu'on a donné ici. Hein. D'abord, on a quasiment terminé là. Bon, qu'est-ce qu'on sait de f? Tous ces f indiquent quelque chose là. Ce sont des applications qui sont bijectives. OK. Et comment on fait avancer le schmilblick? On utilise l'autre propriété qui découle de ça, celle-là, qui nous dit que ces deux objets-là sont les mêmes. Ce qui se simplifie en f indici de x égale f indici de y. Le but reste le même, c'est de prouver que x égale y. Là, maintenant, on commence à avoir enlevé beaucoup des objets qu'on avait construits. On a juste à se souvenir de la propriété essentielle pour f indici, à savoir d'être bijective. Ça signifie donc qu'elle est injective. Si elle est injective, et que deux éléments ont la même image, ça signifie qu'ils sont égaux. Pas très français, ça. Ça ressemble à un O. On a x égale y. Donc c'est un peu étrange parce que pour une fois, on ne construit pas une injection dans n, on la construit dans n carré, dont on sait qu'il est dénombrable. Hein. Si n carré n'était pas dénombrable, cette preuve-là ne fonctionnerait pas. Bon, il n'y a rien qui tiendrait en mathématiques parce qu'on démontre sans trop de difficulté que n est dénombrable. Donc ça, c'est juste. Hein. Et toute l'astuce de la preuve, je dois vous avouer qu'à votre âge, je n'avais pas trouvé ça.
n'avais jamais pensé à prendre le minimum ici. Toute l'astuce de la preuve, c'est de se souvenir que comme on indexe plutôt avec les entiers naturels, bah, dans l'ensemble des entiers naturels, toute partie admet un minimum. Et donc, je peux trouver un I qui va correspondre à chaque fois. Autrement dit, je peux donner une définition exclusive du premier ensemble qui contient le X en question. Et après, pensez à appliquer l'application qui va de 1 indice quelque chose vers n et qui est bijectif. C'est juste ce que vous avez dans le cours. Donc là, vous n'avez pas trop le choix. Enfin, une fois que vous en êtes à regarder ce qu'il y a dans A, un d'ici qui est dénombrable, la suite, elle est assez naturelle. Pensez à poser l'application et démontrer qu'elle est injective. À nouveau, deuxième astuce. Donc la première grosse astuce, elle est là. Ici, ce n'est pas évident du tout de penser ça. C'est clairement ce qui m'avait fait défaut quand on a essayé de me faire prouver ce truc-là quand j'étais jeune. Et puis, penser ça, ça dépend des outils dont vous disposez dans votre cours à cette étape-là. Mon cours, il n'était pas construit de la même manière parce que c'était un chapitre d'algèbre et pas de proba. Donc, on n'avait pas exactement les mêmes outils. Mais bon, la fin de la preuve, c'était sensiblement la même que ça. Voilà. Bon, je ne vois pas de questions arriver. Je vais laisser ça un moment. Ce que je vous ai écrit dans le poly, c'est le même. Il faudra plutôt consacrer du temps à l'exo d'après que se battre avec l'autre version de la même démonstration. C'est bon pour tout le monde, je peux passer à l'exo d'après. Je vous laisse une minute, vous avez des questions. J'ai peur de rater une question. La conséquence de ça, elle est quand même vraiment forte. Hein. Vous n'avez pas de question, je vais faire une remarque. C'est que si vous construisez donc une union dénombrable, ce qui est quand même quelque chose d'immense, parce que vos indices se baladent dans un ensemble qui est lui-même dénombrable. Une union dénombrable, ça ne suffit pas à quitter cette espèce de classe d'équivalence qui est être dénombrable, être un ensemble dénombrable. Ça ne suffit pas à en sortir. Or, on vous a dit dans le cours que R n'était pas un ensemble dénombrable. Donc, même si je fais la réunion de N avec un autre ensemble dénombrable, encore un autre, et tous ceux que j'arrive à trouver, du moment que je leur donne un numéro, j'arriverai toujours pas, et je serai encore très très loin du compte, à un ensemble aussi grand que R. Voilà. Bon, pardon. Il n'y a pas de questions. C'est ça, blablabla. Donc, c'est la même chose. Je vais peut-être aller vite là. Voilà, exo 9. Donc, c'est le dernier du jour. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exos pour qu'on ait à se gratter la tête. Montrer que P de N, donc l'ensemble des parties de N. Donc, je sais que mon collègue, il a bien insisté là-dessus. Sur le P qui est là, ce n'est pas la proba. Hein. C'est l'ensemble des sous-ensembles de N. Premièrement, montrer que ce n'est pas dénombrable, en déduire que cet ensemble-là, qui est défini comme les suites de 0 et de 1, numérotés par des entiers, hein, n'est pas non plus dénombrable. On verra qu'on peut le voir légèrement autrement, ce qui est sans doute un peu plus agréable. Le P, ça signifie qu'on prend l'ensemble de tous les sous-ensembles. Si j'ai un ensemble, c'est l'ensemble des parties de A. Une définition un peu plus formelle.
ce serait de décrire l'ensemble des B tel que B est inclus dans A. Toutes les manières que vous avez de réunir des éléments de A. C'est le socle de base des probas discrètes. C'est, si vous voulez, l'ensemble des événements possibles si vous considérez que, au départ, A, c'est votre univers. Si vous voulez le lien avec les probas, ce que vous ferez un peu plus tard, si vous avez oméga en univers, c'est l'ensemble des événements de oméga. Voilà. Donc on commence à percevoir la nécessité de savoir exactement ce dont il s'agit. L'idée de l'exercice, c'est que c'est beaucoup plus grand que l'ensemble de départ. D'ailleurs, à peu de choses près, la preuve qu'on va suivre s'applique, quel que soit l'ensemble de départ. Quand je dis beaucoup plus grand, je ne donne pas de définition précise de ce que ça veut dire pour l'instant. On en reparlera après quand on aura déjà traité la première et la deuxième question. Bon, comment est-ce qu'on peut démontrer que cet ensemble n'est pas dénombrable? Quelle approche est-ce qu'on pourrait choisir? Parce que ça signifie qu'il n'existe pas de bijection entre lui et N. Bon, super. Moi, ce que je vais prouver que si j'ai une application entre lui et N, et je peux en construire plein, elle n'est pas bijective. Je vais me battre avec toutes les applications. Non. C'est quoi l'approche standard de ce type d'énoncé? Ah, bien sûr. Supposons que P de N est bien dénombrable. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Ça signifie qu'il va exister une bijection, on l'a dit 15 fois. Je vais le noter proprement. On sache bien dans quel sens la faire aller. De N dans P de N. On va considérer comme ça, qu'il soit bijectif. On pourrait tout à fait la considérer dans l'autre sens et travailler avec sa bijection réciproque. Ça ne changerait pas grand-chose, mais là, c'est un tout petit peu plus simple. Donc, comprenons bien ce que ça signifie. Ça signifie que si je prends un entier N, j'ai une image ici F de N qui est un ensemble. OK? Autrement dit, je viens de donner un numéro à tous les ensembles formés d'entiers naturels. Il y a le premier, le second, le 27e, etc. J'essaie, parce que j'ai vu un bout de preuve de mon collègue qui porte un peu là-dessus. J'essaie de vous mettre sur la piste, mais c'est beaucoup en attente de vous. Je pense qu'on est tout à fait en mesure d'en attendre beaucoup de vous, grandes aptitudes. Mais si la barre paraît haute, c'est pas forcément très grave. Hein. Ça va être humble devant certaines prouesses intellectuelles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme contre-exemple qui fasse échouer la supposition de départ?
ça ressemble un peu à ce que vous avez vu comme preuve en cours là-dessus. Alors, on peut dire soit tous les ensembles. Alors, les ensembles, ils ne sont pas égaux à leur numéro. Hein. Ils ont un numéro. Et f de n. Enfin, ils ont un antécédent qui est 1 des f-1 de n. Et je peux tout à fait... Il ne faut pas se poser trop de questions sur f parce que c'est elle qui va tout faire échouer. Alors, vous avez reformulé. Si on donne un numéro à chaque ensemble et qu'on prend la sous-partie de P dans des ensembles N, c'est cet ensemble-là. Hein. Il a un numéro. Il va être atteint vu que il va être atteint une et unique fois. Il a un numéro, je ne le connais pas, hein, mais il va exister un J tel que f de J égale cet ensemble-là. Hein, c'est un truc plus vicieux que ça. Hein. Ça ressemble à l'argument diagonal que vous avez vu. Pas exactement écrit de la même manière. Parce que dans l'argument diagonal, vous donnez les indices, et puis l'argument diagonal, c'était le truc, je pense que mon collègue, il l'a fait avec des 3 et des 5, je crois. J'ai dû voir passer une slide comme ça, où il vous disait si le numéro est le même, je prends 3, si le numéro n'est pas le même, je mets 5. Non, vous ne vous souvenez pas de ça? Bon. C'est pas grave, ne soyez pas embêtés. Autant si vous n'arrivez pas à calculer une dérivée partielle, ça peut être emmerdant. Si vous ne pensez pas à celui-là, c'est difficile de vous en vouloir. Mais une fois que vous l'avez vu, une fois que j'ai fini d'écrire ça, c'est quasiment terminé. Bon, c'est pas grave, Lucien. Je pense que vous êtes sur une piste. Je ne sais pas si elle aboutit jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous décrire là? L'ensemble des naturels, donc c'est bien une partie de N, c'est bien un ensemble, tel que K, il n'appartiennent pas à F de K. Et F de K, c'est lui-même un ensemble. Hein. Donc c'est là où on a cette idée d'argument diagonal qui revient, parce qu'il y a un K à gauche de la flèche et un K à droite de la flèche. Et là, je vais considérer tous ceux qui n'appartiennent pas à leur image par F. Tous les naturels qui n'appartiennent pas à leur image par F. OK? Donc, de toute évidence, F, je peux bien la définir, vu que F elle est définie, tout va bien, et F, c'est inclus dans P de N. Or, j'ai une bijection qui arrive dans P de N. Donc, il va exister un entier tel que grand F soit son image par petit f. Autrement dit, tel que f de petit n égale grand F. C'est étrange, hein, parce que f, c'est quand même une application qui part des entiers, qui va vers les ensembles. Mais comme elle est bijective, elle atteint une et une seule fois grand F qui est là. OK? Et donc ça, c'est la première idée formidable, mais bon, elle ne servira à rien si on n'avait pas la deuxième et la troisième idée. La deuxième idée, c'est de regarder ça. La troisième idée, c'est de se demander ce n en question là, qui est l'antécédent de grand F. Il appartient à grand F? Ou est-ce que n, il n'appartient pas à grand F? On n'a qu'à examiner les différents cas. Ça va être fini là en une diapo.
si n appartient à grand F. Ça signifie que n appartient à f de n. Le grand F, c'est f de n. Mais grand F, c'est l'ensemble des naturels qui n'appartiennent pas à leur image par f. Ça, c'est impossible. Ça contredit la définition de grand F. Bon. Donc, si ça, c'est impossible, ce serait que n n'appartient pas à grand F. Si ça, c'est impossible, c'est que le contraire est vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire que n, il n'appartienne pas à grand F? Ça veut dire que n, il n'appartient pas à f de n. Mais ne pas appartenir à son image par f, c'est la définition d'appartenir à grand F. À nouveau, par définition de grand F, n appartient à grand F. Donc, s'il n'appartient pas à grand F, j'en déduis qu'il appartient à grand F. C'est absurde. Où est le problème? Je suis arrivé à une conclusion impossible à partir de la seule hypothèse qu'on ait faite au départ, à savoir supposer que P de n est dénombrable. Donc la supposition de départ est fausse. Et l'ensemble des parties de n n'est pas dénombrable. Et si j'ai éteint la lumière chez vous, vous avez perdu le fil et vous vous dites c'est incompréhensible, je vous assure que ça ne l'est pas. Il suffit de lire ligne par ligne et sur les diapos, c'est un peu plus propre que ce que j'ai écrit là, rassurez-vous. Mais c'est quasi au symbole près la même chose. Si vous lisez ligne par ligne, vous voyez bien que toute cette partie-là, elle est complètement absurde totalement. Si n appartient à grand F, c'est absurde. Si n, il n'appartient pas à grand F, j'en déduis qu'il est dedans. C'est toujours tout aussi absurde. Donc, l'ensemble grand F ne peut pas exister. S'il ne peut pas exister, alors qu'il est conséquence directe de ça, c'est que l'hypothèse de départ est impossible. La conséquence de ça, elle est très forte. Ça nous dit qu'on peut créer très facilement un ensemble beaucoup plus grand qu'un ensemble infini de départ, simplement en considérant l'ensemble de ces parties. Donc, si j'ai un ensemble infini, il a un certain cardinal, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres ensembles qui sont en bijection avec lui, je peux en décrire plein. Eh bien, si je prends l'ensemble des parties de l'un d'entre eux, c'est beaucoup plus grand que ce qui précède. Et beaucoup plus grand, ça ne veut pas dire grand-chose. Ne pas être infini, non dénombrable, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc, on va essayer de vous donner un autre exemple qui suive le même schéma ici, dans la deuxième partie de la preuve, en déduire que 0,1 puissance n n'est pas dénombrable. C'est ce qu'on va faire juste après. Je vous laisse ça, je ne vois pas arriver de questions. Je serais surpris que je ne sois pas revenu à transmettre ça du premier coup à tout le monde, ou alors j'ai effrayé tout le monde, je ne sais pas. Mais il ne faut pas hésiter à vous manifester si vous avez des questions. Ah ouais, voilà, je me disais bien que on prend la porte, les questions allaient arriver. Je vous écoute.
juste pour le fait que n n'appartient pas à f, entraîne n n'appartient pas à f de n. C'est parce que grand F, c'est f de n. C'est le même objet. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je suppose que l'ensemble des parties de n est dénombrable, ça signifie qu'il existe une bijection avec n. Et donc, comme j'ai créé un ensemble grand F qui est dans P de n, ben, il va exister un petit n dont il est l'image. C'est tout. Ouais, malheureusement, c'est ça le pire. C'est que c'est parfaitement logique. Hein. Il n'y a rien d'absurde ou de bizarre ou de je ne sais pas quoi dans ce qu'on est en train de démontrer. On arrive à une absurdité ici, parce que cet ensemble-là, il ne peut pas exister. Pourquoi il ne peut pas exister? Parce que P de n n'est pas dénombrable. C'est la seule conclusion qui s'impose. Hein. Donc, en déduire que 0,1 puissance n, vu comme l'ensemble des suites de 0 et de 1, n'est pas dénombrable. Donc, je pense qu'il est clair qu'on doit revenir un instant sur ce qu'est ce machin-là. Donc, c'est l'ensemble des suites possibles indexées pour n appartenant à n, composées de 0 et de 1. Bon, d'accord, mais une suite, c'est quoi finalement? Une suite, c'est une application qui va de ça dans un certain ensemble. Une suite de 0 et de 1, c'est une application qui va de n dans 0, 1. Autrement dit, l'ensemble des suites de 0 et de 1, c'est la même chose que les applications qui vont de n dans l'ensemble 0, 1. Si on prend par exemple un élément, n'importe lequel, U, qui appartient à 0,1 puissance n, donc j'ai un U0 égale 0, U1 égale 1, U2 égale 0, etc. Je mets des valeurs au pif. Ça signifie que je peux l'avoir comme une application U, qui à l'entier 0 associe 0, qui à l'entier 1, c'était malin ce que j'ai fait, je vais me remettre au moins un autre. Voilà, à l'entier 1 associe 1, à l'entier 2 associe 0, à l'entier 3 associe 1, etc. Autrement dit, U, c'est bien une application de n dans 0. Non. Parce que tous les nombres binaires, c'est fini. Et le problème, c'est qu'est-ce que vous appelez qu'un nombre binaire? Un nombre binaire, c'est quoi? Parce que si vous voulez dire par là tous les entiers binaires tels que ceux que vous rencontrez en info, généralement, à moins que vous ayez déjà étudié les photons, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait les photons. Si vous n'avez pas déjà vu les photons, il y a de grandes chances que vous me parliez de trucs qui s'écrivent comme ça, pour lequel vous avez vu 2-3 algorithmes, une preuve, un machin, qui permet d'en donner la représentation en décimale. Je ne vais pas m'amuser à la faire, même si ce n'est pas compliqué. Ben, ça, c'est fini, en fait. J'ai un nombre fini de bits. Un moyen de le voir, ce serait d'imaginer que vous mettez un 0 devant, et puis après, vous mettez une suite de bits. Donc, j'ai B0, B1, B2, B3, et c'est peut-être pas très malin de les appeler B0, B1, B2, B3, alors que je parle de U tout à l'heure. Je pourrais plutôt les voir comme U0, U1, U2, U3, etc. Et ça va vous décrire, en fait. Donc, si je commence à 0, ben, je peux pas avoir... si, je peux avoir des 0 partout. Donc, ça va décrire l'intervalle 0 fermé et 1 fermé. Voilà. Ah ben voilà. Donc, en méthode numérique, si vous avez entendu parler des flottants, vous pouvez considérer que c'est le développement dyadique d'un réel de l'intervalle 0,1 fermé.
C'est une association qui n'est pas bijective, mais donc je ne vais sûrement pas rentrer dans les détails parce qu'il y a non-unicité du développement dyadique, tout ça, il y a les mêmes vacheries qui nous attendent à chaque carrefour que pour les développements décimaux. Ça a l'air facile de loin parce qu'on vous a enseigné ça en primaire et que vous dites, ouais, bon, c'est comme le développement décimal, mais en base 2, tout va bien. Ouais, non, il y a des arnaques. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. On va se contenter de voir ça comme les applications de n dans 0,1. OK? Et ça va suffire à ce qu'on fasse l'exo en relativement peu de temps, je pense. Donc, ce qu'on veut démontrer, c'est que 0,1 puissance n n'est pas dénombrable. Or, on vient de rencontrer un ensemble qui n'était pas dénombrable. Donc, d'une part, on a P de n non dénombrable. De l'autre côté, on veut montrer que 0,1 puissance n est non dénombrable. Donc, si on trouve une bijection, ou peut-être une injection, ou peut-être une surjection, mais une application qui va de l'un dans l'autre, et qu'on parvient à démontrer suffisamment de choses, on parviendra sans doute à exclure l'existence d'une bijection entre n et lui. Autrement dit, ça peut valoir le coup maintenant de ne pas tenter un raisonnement par l'absurde tout de suite, vu qu'on a bien un ensemble non dénombrable et qu'on est supposé passer de l'un à l'autre. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme information qui aille de ça là-dedans, comme application qui aille de ça là-dedans? Une application qui prenne un ensemble A dans P de n et qui arrive dans... c'est pas ici que je vais l'écrire. Qui arrive dans 0,1 puissance n. Est-ce que vous connaissez comme application qui permettent de décrire ça? Je ne vais pas donner son nom tout de suite. Donc, ouais, on a suffisamment de temps, parce qu'après, ça va tout seul une fois qu'on a la bonne application. Vous en connaissez une. Hein. Il y en a une que vous avez déjà vue, je pense à peu près la seule. Vous ne l'avez peut-être pas vue exactement écrite sous cette forme-là. Vous avez sûrement pas vu ça comme une application de l'ensemble des parties de n dans 0,1 puissance n, mais c'est exactement ce que c'est. Pourtant, c'est exactement la même chose. Bon, ça n'a pas l'air de venir. Bah, c'est ce qu'on appelle bêtement la fonction indicatrice. Donc, l'application indicatrice, l'application en tant que telle, de quoi elle part et vers où elle part? Elle part des parties de n, elle arrive dans 0,1 puissance n, et à un ensemble, elle associe sa fonction indicatrice. Et qu'est-ce que c'est que la fonction indicatrice d'un ensemble? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, je peux considérer la fonction indicatrice, donc pour un naturel petit n, comme étant égal à 1 si ce naturel il appartient à A, et 0 sinon. J'ai bien le droit de faire ça. J'ai bien le droit de considérer que je crée une application, elle prend un entier et elle renvoie 1 s'il est dans l'ensemble, elle renvoie 0 sinon. Vu qu'on parlait d'informatique, c'est typiquement un prédicat. Un pauvre prédicat qui prend un entier et puis vous renvoyez 1, si vous êtes dans l'ensemble, vous renvoyez 0 sinon. Bon. Si on fait ça pour tous les ensembles, on considère donc l'application je le mets entre guillemets parce que indicatrice.
Et cette application, elle prend un ensemble et elle renvoie une fonction, une application de 0,1, de n dans 0,1. Bon. Si je parviens à montrer que cette indicatrice est bijective, alors ce sera gagné. Et on peut même, avec votre cours, se contenter d'un des deux. Vu qu'on part de P de n et qu'on arrive dans celui qui nous intéresse, le cours nous permet de choisir. On n'a pas besoin de montrer que c'est bijectif en entier. Mais ça demanderait un peu d'effort. On peut prouver sans peine que c'est surjectif et que c'est injectif sans trop de difficultés. Donc, si on veut montrer, par exemple, on va commencer par surjectif. Écrire en entier, montrons que l'application indicatrice est surjective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je considère une application de n dans 0,1. Je vais noter en priorité B. Donc, il va de n dans 0,1. Ce que je veux trouver, c'est un ensemble de départ tel que cette application B, ce soit la fonction indicatrice de cet ensemble de départ. C'est un peu galère à écrire, mais je peux considérer tout bêtement comme ensemble de départ B, grand B, tel que dedans, j'ai tous les x naturels, tels que B de x, ou tous les n, peut-être, ce serait un peu plus naturel comme notation, sans mauvais jeu de mots. Que B de n, ce soit égal à 1. Autrement dit, la préimage de 1 par B. B moins 1 de 1. OK? Bah, avec ça, on a terminé. Qu'est-ce que c'est que la fonction indicatrice de B? Bah, c'est justement B. Parce qu'elles ont la même image pour tous les naturels. Si B de n vaut 1, alors, ben, on peut le détailler un petit peu quand même. N appartient à B, et 1 B de n égale 1. Si B de n est différent de 1, c'est-à-dire si B de n égale 0, parce que B, elle a seulement deux images possibles qui sont 0 et 1. Alors, n n'appartient pas à B. Et la fonction indicatrice en B pour n, elle vaut 0 dans ce cas-là, par définition d'une fonction indicatrice. Donc, j'ai bien réussi à construire un ensemble B tel que la fonction indicatrice de cet ensemble, ce soit égale à mon petit b. Donc, la fonction indicatrice toute seule, celle qui prend les ensembles et qui leur associe les applications, c'est bien une application surjective. Pour montrer qu'elle est injective, c'est exactement la même chose. Rassurez-vous, ça, je l'ai détaillé exactement pareil dans les diapos. Je ne faut pas parler en même temps. Est injective. L'heure, j'ai 2 minutes pour faire ça, je devrais être dans les temps. Bon, supposons
On est A inclus dans N, B inclus dans N, telle que leur fonction indicatrice soit égale. Quand on dit égal, ça veut dire des applications égales, autrement dit, elles ont la même image partout, en tout point. Si on considère bêtement l'ensemble des n naturels tels que 1a de n égale 1, par exemple, cet ensemble-là, étant donné que ça c'est la même application que l'autre, c'est le même ensemble que ça. L'ensemble des n naturels tel que 1b de n égale 1. Mais le premier, tout ça c'est A, et lui, ça c'est B. Et donc, c'est exactement ce qu'est une application injective. Parce que si elle a deux images égales, c'est qu'elle partait d'éléments de départ égaux. Et donc, étant donné que on a prouvé ici que P de n était non dénombrable et qu'on a une bijection entre P de n et 0,1 puissance n, 0,1 puissance n ne peut pas non plus être dénombrable. Parce que s'il existe une bijection entre n et 0,1 puissance n, c'est-à-dire si 0,1 puissance n est dénombrable, il va aussi exister par composition une bijection entre n et P de n. Et ça, on a prouvé ici que c'est impossible. Donc, en définitive, ce n'est pas cet ensemble-là qui m'intéresse. L'ensemble des suites de 0 et de 1 est non dénombrable. On a montré qu'on a une bijection avec P de n. Ouais, exactement. P de n, l'ensemble des parties de n, ça a la même taille que l'ensemble des suites de 0 et de 1. Donc, si vous m'autorisez 1 ou 2 minutes, mais si vous avez besoin de partir, allez-y. Hein, je suis là jusqu'à 4h15, donc ça ne change pas grand-chose. Je peux bien parler 2 minutes de plus, mais je ne vous oblige pas à rester. Sinon, je ne peux pas. Donc, ça n'a pas de sens. On avait dit au départ que les suites de 0 et de 1, donc cet ensemble-là, je vais l'écrire là parce que je pense que certains ont peut-être besoin de noter ou envie de noter. 1 puissance n. Bon, c'était pas égal, mais c'était en bijection avec cet ensemble-là. On peut, sans trop de peine, trouver une bijection entre cet ensemble-là, c'est un peu chiant, hein. Cet ensemble-là et, je vais le noter comme ça, hop, l'ensemble ouvert, c'est galère. Hein. Ce sens-là est vraiment, vraiment moche. Et puis après, si je vais vers la gauche, parce que c'est là que j'ai de la place, c'est pas difficile de l'injecter là-dedans. Donc tous ces ensembles-là, en fait, c'est pas les mêmes, hein, mais ils ont la même taille. Ils sont en bijection les uns avec les autres. Certains des trucs sont faciles. Trouver une bijection de 0,1 ouvert dans R, bon, si vous commencez à faire des dessins sur une figure, tout ça, vous allez y arriver. Vous mettez 0,1 sur l'axe des abscisses, vous commencez à tracer des courbes, vous voyez bien que ça va marcher. Dans l'autre sens, si vous avez une bijection, prenez la bijection réciproque. Donc, aller de R dans 0,1, non, pas trop dur. C'est pas très difficile non plus de trouver une injection de 0,1 fermée dans R. Vous prenez l'identité, c'en est.
Et avec ce qu'on a montré, ça suffit à faire la boucle entière. Donc l'ensemble des parties de L, ça a la même taille, que R. Ça a le même cardinal, pour être précis. Bon, ces idées-là, elles viennent toutes de Cantor. C'est Cantor qui a mis tout ça au clair, qui a donné une construction de l'ensemble des réels qui soit satisfaisante, qui a apporté l'argument de la diagonale de Cantor, qui a apporté les idées que j'ai utilisées dans l'exo précédent, avec l'ensemble des cas qui n'appartiennent pas à F de K, etc. Ça, c'est ses idées à lui. Et après, les gens ont écrit des articles pour essayer de trouver tous les ensembles qui avaient la même taille. Voilà. Bon, vous trouverez les diapos un tout petit peu adaptés en fonction des remarques que j'ai eues aujourd'hui, et puis que j'aurai peut-être dans le TD d'après. Peut-être rectifier aussi s'il y a des typos, si on s'en sert, je verrai bien, mais vous les aurez en fin de journée.